Loi numéro 20, les 48 lois du pouvoir. Ne prenez pas parti. Principe. Stupide est celui qui aliène sa liberté à un parti. Soyez vous-même votre unique cause. En gardant votre indépendance, vous deviendrez le maître de tous. Dressez-les les uns contre les autres et obligez-les à vous suivre. Ne cédez à aucun. Faites-vous courtiser par tous. Si une personne a l'impression qu'elle vous tient, à quelque degré que ce soit, vous perdrez tout pouvoir sur elle. Tant qu'elle ne reçoit pas votre appui, elle essaiera de vous gagner à sa cause. Restez distant, vous obtiendrez son attention et vous jouerez sur son désir. Jouez la reine vierge, donnez-lui de l'espoir, mais jamais de satisfaction. Respect de la loi. Quand la reine Élisabeth Ier monta sur le trône d'Angleterre en 1558, tout le monde voulut lui trouver un mari. Le problème fut débattu au Parlement et devint le principal sujet de conversation des Anglais. Tout milieu confondu, ils étaient souvent en désaccord quant à la personne, mais chacun s'accordait à dire qu'elle devait se marier au plus tôt, car une reine doit avoir un prince consort et donner des héritiers au royaume. Les débats firent rage pendant des années. Les plus beaux partis du royaume, Sir Robert Dudley, comte de Leicester, Sir Walter Raleigh, se disputaient la main d'Élisabeth. Elle ne les découragea pas, mais ne semblait avoir aucune hâte, et les indices par lesquels elle exprimait ses préférences étaient souvent contradictoires. En 1566, le Parlement envoya une délégation à Élisabeth, la pressant de se marier avant d'être trop âgée pour avoir des enfants. Elle ne discuta pas, ne renvoya pas la délégation, mais elle resta célibataire. Le jeu subtil qu'Élisabeth jouait avec ses prétendants fit progressivement d'elle le sujet d'innombrables fantasmes et l'objet d'une sorte de vénération. Le médecin de la cour, Simon Forman, a noté dans son journal les rêves dans lesquels il la déflorait. Les peintres la représentèrent sous les traits de Diane et d'autres déesses. Le poète Edmund Spenser et d'autres écrivirent des élégies à la Reine Vierge, désignée comme l'impératrice du monde. La Vierge vertueuse, qui gouvernait l'univers et faisait tourner toutes les étoiles. Dans leur conversation avec elle, ses nombreux prétendants faisaient des allusions très crues, d'une audace qu'Élisabeth ne dénonçait pas. Elle excitait délibérément leur intérêt tout en les gardant à distance. Dans toute l'Europe, les rois et les princes savaient qu'un mariage avec Élisabeth scellerait une alliance entre l'Angleterre et leur nation. Le roi d'Espagne, le prince de Suède et l'archiduc d'Autriche lui firent la cour. Elle les éconduisit tous poliment. À l'époque d'Élisabeth, les provinces flamandes se soulevèrent contre l'Espagne. C'était un enjeu diplomatique majeur. L'Angleterre devait-elle rompre son alliance avec l'Espagne et choisir la France comme principal allié sur le continent, encourageant de ce fait l'indépendance des Provinces-Unies? En 1570, il apparut qu'une alliance avec la France était pour l'Angleterre la solution la plus sage. Les ducs d'Anjou et d'Alençon, frères du roi de France, étaient de beaux partis. L'un d'eux épouserait-il Élisabeth? Tous deux avaient des qualités, et Élisabeth leur laissa à chacun des espoirs, pendant plusieurs années. Le duc d'Anjou fit plusieurs visites en Angleterre, embrassa Élisabeth en public, lui murmura des petits mots tendres. Elle parut partager son affection. Tandis qu'elle se laissait courtiser par les deux frères, un traité fut signé entre la France et l'Angleterre. En 1582, Élisabeth sentit qu'elle pouvait en finir avec la cour que lui faisaient les deux ducs. Dans le cas du duc d'Anjou en particulier, ce fut avec grand soulagement. Pour des raisons diplomatiques, elle s'était laissée courtiser par un homme pour lequel elle éprouvait une véritable répugnance physique. Une fois la paix entre la France et l'Angleterre assurée, elle se débarrassa de cet amoureux transi aussi courtoisement qu'elle le put. Entre-temps, Élisabeth avait passé l'âge d'avoir des enfants. Par conséquent, elle put vivre le reste de sa vie comme elle le souhaitait, et, jusqu'à sa mort, resta la Reine Vierge. Elle ne laissa aucun héritier direct, mais sous son règne, l'Angleterre avait connu une incomparable période de paix et un apogée culturel. Interprétation. Élisabeth avait de bonnes raisons de ne pas se marier. Elle avait été témoin des erreurs de sa cousine, Marie Stuart, reine d'Écosse. Refusant de voir une femme seule sur le trône, les Écossais exigeaient que Marie convole avec le prétendant idéal par-dessus le marché. Épouser un étranger?
trop impopulaire. Favoriser telle ou telle famille, inacceptable par tous les autres. Marie jeta son dévolu sur l'ordre d'Arley, un catholique. Les protestants lui causèrent des troubles sans fin. Élisabeth n'ignorait que le mariage conduit souvent la femme à sa perte. En se mariant, une reine épouse la cause d'un parti, d'une nation, et se trouve mêlée à des conflits qui ne sont pas de son choix, et peuvent la submerger, voire la conduire à la guerre. En outre, le mari devient de facto le souverain et essaye de se passer de sa femme. Ainsi, Darnley avait cherché à se débarrasser de Marie. Élisabeth avait retenu la leçon, et se fixa 2 buts, éviter et le mariage et la guerre. Elle les atteignit en faisant miroiter la possibilité d'un mariage dans le seul but de nouer des alliances. Si elle avait élu un prétendant, elle aurait perdu son pouvoir sur les autres. Elle s'attacha à inspirer le désir sans décourager les espoirs, mais sans jamais s'abandonner. Élisabeth joua à ce jeu toute sa vie, dominant le pays et tous les hommes qui cherchaient à la conquérir. Elle était le point de mire et maîtrisait ainsi la situation. En mettant son indépendance au-dessus de tout, Élisabeth protégea son pouvoir et devient une idole. Citation. Je préférerais être mendiante et célibataire plutôt qu'une reine et mariée. Élisabeth Ier, 1553-1603.